Il a fait un certain nombre de choses que le gouvernement Sarkozy n'avait pas réussi à faire ou hésité à faire, comme au gouvernement de Sarkozy, on parlait de la TVA sociale, c'est un autre nom qui est donné, toute une série de mesures, également le crédit impôt, enfin bref, il y a toute une série de mesures qui sont allées même au-delà de ce qu'a fait réussissait à faire le gouvernement Sarkozy, et le gouvernement socialiste l'a fait sans qu'il y ait de réaction ou avec vraiment le minimum de réaction. Tout cela, les partis de gauche, le PS en l'occurrence, mais dans d'autres circonstances, les partis de gauche, etc., PC et compagnie, réussissent à, à faire passer les intérêts patronaux, capitalistes, de façon beaucoup plus, disons, sans heurts ou avec un minimum de heurts que ce que réussissent à faire les gouvernements de droite. Donc, ce qui est, bon, je ne vais pas non plus m'étendre là-dessus, on l'a vu par exemple avec l'ANI, où la CGT, après avoir participé tout au long aux négociations, a refusé de signer, puis a fait une espèce de petit, même pas un barreau d'honneur, une espèce de, même pas une simili-action la veille de la loi passée au Parlement, où ne servait strictement à rien. On l'a vu pour les retraites, comme le camarade l'a dit, où il y a vraiment eu le minimum du minimum, juste au cas où il se passait quelque chose. Donc, le gros avantage pour les gouvernements, disons que le capitalisme, le gros avantage des gouvernements de gauche, des gouvernements qui sont liés aux syndicats, c'est qu'ils réussissent à faire passer avec le minimum d'heures les besoins capitalistes. À tel point que un quotidien comme Libération, qui est réputé comme étant le quotidien officieux du PS, à un moment donné, il avait titré en première page Hollande, le président des patrons. En réalité, c'est effectivement, ce qu'on voit, c'est que tous les desiderata des patrons passent sans problème. À tel point que, on a également une petite anecdote qui est un petit peu significative, là, au niveau du MEDEF, il y a eu, il y a quelques mois, un changement, il n'y a pas très longtemps, un changement de patron, et c'était un patron soi-disant de combat, Gattaz, qui avait été élu en disant je veux faire un MEDEF de combat, etc., un truc, un baratin même un petit peu anti-gouvernemental, à tel point qu'il avait été recadré par le patron de Elf en disant tu vas un petit peu trop loin, il y a des choses qu'il faut savoir qu'on n'obtiendra pas, etc., etc. Et il est venu récemment à Lyon où il y avait une agence, il y avait une réunion de patrons, ou de petits patrons, des patrons plus ou moins gros, qui étaient même très excités contre le gouvernement, et c'est lui, Gattaz, qui a été obligé de calmer le jeu, en disant non, il ne faut pas y aller trop fort, il ne faut pas trop critiquer le gouvernement, parce que la veille au soir, ou la veille dans l'après-midi, il avait réussi à obtenir du gouvernement la suppression d'une taxe sur la valeur ajoutée, etc. Donc, on a cette situation particulière aujourd'hui, où on a un gouvernement qui a été élu principalement par les travailleurs, etc., choses de ce genre, qui a été soutenu par les forces de gauche, les syndicats et compagnie, y compris par les forces d'extrême gauche, évidemment avec des critiques, on ne soutient pas le gouvernement PS, on ne soutient pas plutôt le président Hollande jusqu'au bout, mais en fait il fallait virer Sarkozy, etc., etc. Donc un gouvernement qui a été élu par les travailleurs de façon générale et qui s'attaque aux travailleurs pratiquement dès qu'il est arrivé au pouvoir. Il s'y attaque franchement, il s'y attaque à fond et il ne suscite aucune réaction. Au contraire, les organisations syndicales ou autres, ou les organisations de défense des travailleurs, tout de suite ont accepté de reculer au niveau de leurs revendications, accepté de passer sous silence certaines choses pour en faisant cet argument que c'était pour aider le travail du gouvernement, etc., que la situation était difficile, etc., etc. Donc, ce discours, qui est un discours idéologique de propagande, pas seulement du gouvernement, mais des forces de gauche en général, est une première explication du fait que les prolos en général, les travailleurs, etc., se sont dit, oui, c'est vrai que la situation, il fait ce qu'il peut, c'est pas agréable, etc., etc.
C'est important à voir parce que c'est un facteur qui était non négligeable. On a voté pour eux, ils font pas ce qu'on espérait, même s'ils n'avaient pas promis grand-chose, mais bon, après tout, voilà, ils font ce qu'ils peuvent, etc., etc. Ce premier argument qui est purement, enfin, première cause qui est une cause de propagande, etc., évidemment, en elle-même ne suffit pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière ça, il y a effectivement le rôle des forces sociales importantes, que sont les organisations syndicales en général, les appareils syndicaux, qui sont, elles, aujourd'hui, les seules qui sont capables de donner une orientation ou de donner un semblant d'organisation aux luttes ou aux poussées de lutte. Lorsqu'il y avait le gouvernement Sarkozy, le mécontentement était beaucoup plus direct, beaucoup plus réel, et à tel point que les organisations syndicales étaient obligées, pour prendre la tête de ce mouvement, pour ne pas se laisser déborder, d'organiser des luttes, d'organiser des semblants de lutte, d'organiser en tout cas des mouvements d'ampleur. On pourra revenir sur le grand mouvement contre les retraites. Hein. Je vois que vous avez publié dans votre dernière brochure là, qui est sortie tout à l'heure un truc sur les retraites, sur ce mouvement. Bon, on va discuter sur l'analyse, etc., le bilan. Ce qui était important de voir, c'était que ce mouvement qui a quand même mis en mouvement justement des centaines de milliers de travailleurs a abouti sur rien, a abouti sur un échec. Et ce fait, évidemment, a été utilisé par les syndicats, par les partis, etc., pour dire, eh bien, vous voyez bien, la lutte, ça ne paye pas. Effectivement, on a lutté, on a manifesté, etc., et on n'a rien obtenu. Donc, la solution, c'est d'attendre les prochaines élections présidentielles, etc., et au lieu de la lutte, les élections vont permettre d'obtenir ce qu'on n'a pas obtenu. Donc, ça a été directement, tout à fait consciemment, une orientation d'orienter la colère ou le mécontentement vers les élections tranquilles, etc., etc. Juste ce qu'on peut dire là-dessus, on pourra revenir éventuellement, c'est que en réalité, ce mouvement sur les retraites, qui a mobilisé beaucoup de monde, n'a pas été un mouvement de lutte réel. Ça a été essentiellement un mouvement de simulacre de lutte, où les directions syndicales ont laissé entrer en grève les secteurs les plus combatifs, mais de façon isolée, et orienter le reste dans un grand mouvement d'opinion, de manifestation à répétition toutes les semaines, etc., etc., etc. Le temps que s'épuisent les travailleurs qui ne peuvent pas éternellement faire toutes les semaines, et puis après 2 fois par semaine, des mouvements, perdre effectivement des journées de travail sans résultat. Donc il y a eu véritablement une tactique bien rodée, parce que c'est pas la première fois que ça se passe, d'épuisement du mouvement, en sachant bien que les secteurs décisifs, les secteurs les plus combatifs, ceux qui auraient pu être l'aiguillon en fait, d'un mouvement de lutte réelle, d'un mouvement de grève d'ensemble, ont été laissés isolément dans le mouvement. Alors je pense évidemment aux cheminots, où les fédérations syndicales de cheminots ont laissé ont autorisé en quelque sorte, pour employer ce terme-là, les travailleurs à entrer en grève, à condition d'utiliser des méthodes qui n'étaient pas des méthodes véritablement de lutte, de classe, pas de piquet de grève, pas d'occupation des dépôts, etc. Des AG avec, l'utilisation qu'on appelle ça des grèves, des bulletins à bulletins secrets, etc., ce qui n'existait plus, et tout un tas de choses. Bon, on pourrait revenir également sur les raffineries, qui étaient l'autre secteur qui était combatif, où c'est resté également isolé, etc. Et les seuls mouvements, effectivement, après qui se sont développés au niveau des travailleurs, ça a été, mais là également aussi de façon isolée, petit à petit, les éboueurs dans différentes villes qui ont, eux, fait grève et ont obtenu un certain nombre de succès. Donc, ce mouvement des retraites est important parce que c'est celui qui a déterminé après la suite de l'évolution du climat social.
On a vu que donc, ce que je viens de dire, c'est que les directions syndicales, l'intersyndicale, parce que c'était une intersyndicale, tous les syndicats grands et petits, de la CGT, CFDT, FO et compagnie jusqu'à le Sud, tous unis, pour diriger le mouvement en ayant bien comme objectif, non pas le refus de la réforme Sarkozy, mais la renégociation. C'est-à-dire qu'au niveau même de l'objectif officiel du mouvement sur les retraites, c'était pas le refus. C'était déjà, on avait déjà capitulé sur l'objectif et on se proposait juste à renégocier, on demandait juste à renégocier, etc., le mouvement. Cette intersyndicale, qui a été véritablement l'état-major de la défaite des travailleurs, l'état-major de l'épuisement, etc., il n'a pas été, disons, il n'a pas rencontré d'opposition réelle, solide, de la part de secteurs, même minoritaires, mais de secteurs réels de travailleurs ou de groupes politiques un petit peu réels au niveau de leur implantation. Ce qu'il faut là aussi souligner, c'est le rôle de l'extrême gauche classique, de l'extrême gauche trotskiste, etc. en particulier, qui a servi de rabatteur et d'appui à cette tactique des directions syndicales. Ouvertement, comme l'a fait Lutte ouvrière en disant les directions syndicales font leur travail, donc il faut continuer, etc. Avec quelques critiques comme faisait le NPA, bon, je ne parle pas du POI ou du PCI lambertiste de l'époque. C'est aussi important à voir, c'est-à-dire que ces groupes d'extrême gauche classiques, traditionnels, dans un mouvement un peu d'importance, se rangent du côté des forces réformistes. Elles se rangent ouvertement, elles abandonnent les critiques qu'elles peuvent faire en temps normal, etc., pour s'aligner du côté, en quelque sorte, où elles penchent. C'est aussi un indice de leur nature, on pourrait dire, politique et sociale de ces groupes, position qu'on peut retrouver à d'autres moments. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut essayer de réfléchir, de comprendre pourquoi ces appareils syndicaux, en particulier, ou ces différents groupes d'extrême gauche, agissent de telle ou telle façon. Alors, il y a une position qui est de dire, bon, mais c'est effectivement ce sont des réformistes, les dirigeants syndicaux, ils ne vont pas plus loin que le bout de leur nez, ils sont aveugles, c'est la critique classique. En réalité, les choses sont évidemment beaucoup plus complexes que ça et beaucoup plus graves, beaucoup plus profondes. Ces orientations qu'on a vues s'exprimer notamment à ce propos de ce mouvement des retraites dont je viens de parler, mais on parlera d'autres cas plus précis, plus récents, s'explique par le fait que ces appareils syndicaux sont en réalité, en tant que structure, etc., intégrés dans ce qu'on appelle les réseaux de la collaboration de classe, etc., etc. Aujourd'hui, on est en train, dans l'actualité, il y a un procès qui est en train de se dérouler, c'est le procès de l'UIMM, l'Union des industries métallurgiques et minières, qui est le gros secteur du MEDEF, hein, c'était avant ce qu'on appelait le comité des forges, parce que, bon, ils se sont rendus compte qu'ils filaient de l'argent au noir aux syndicats. Alors, bon, les gens qui sont en procès n'ont pas voulu dire quel syndicat ils arrosaient, c'est clair qu'ils en arrosent plus que d'autres, mais en fait, la CFDT a reconnu que, bon, l'UIMM leur donnait un petit peu un coup de main, etc., etc. C'est clair qu'ils ont donné aussi de l'argent à FO et même à la CGT. Mais ça, c'est, on peut dire, le petit bout de la lorgnette, parce que ces enveloppes que distribue le MEDEF et les métallurgistes à tel moment, c'est vraiment c'est révélateur, disons, du rôle que jouent ces appareils syndicaux, mais c'est vraiment la petite chose. En réalité, ce qu'on voit, le fonctionnement réel de ces appareils syndicaux, on se rend compte qu'ils ne sont pas financés par leurs adhérents, comme ça se passait autrefois, lorsqu'il y avait réellement des syndicats, mais par des subventions, par des toute une myriade de canaux qui viennent de l'État, qui viennent des organisations patronales, semi-patronales, etc. Et la cotisation des adhérents, c'est vraiment une partie minime, à tel point que souvent, s'il y a des camarades qui sont dans des syndicats, ça arrive même souvent qu'on ne demande même pas une cotisation syndicale.
on se demande à quel point, comment les syndicats peuvent fonctionner. Évidemment, parce que leur argent, fondamentalement, il ne vient pas des travailleurs, il vient de l'État et des patrons. Donc, on a ces structures-là qui sont, y compris donc financées par ces réseaux de collaboration de classe, qui sont construites, perfectionnées, développées depuis des décennies et des décennies sur ce plan-là. Et donc, qui ont inévitablement pour rôle, non pas prioritairement de défendre les intérêts des travailleurs, mais de défendre en gros les intérêts de ceux, pour une façon triviale, de ceux qui les payent, c'est-à-dire de l'État, de ce qu'ils appellent les partenaires sociaux. Et donc, il est inévitable que ces appareils syndicaux aient comme alpha et oméga de leur politique ce qu'ils appellent la concertation sociale. Ils se considèrent comme des partenaires à part égale avec les patrons, avec l'État. Et évidemment, en tant que syndicats, ils sont obligés de reprendre en compte les desiderata, les revendications des travailleurs, sinon ils ne serviraient plus à rien. Mais les reprenant en compte, ils les orientent ou ils les contrôlent de façon telle qu'ils deviennent compatibles avec les intérêts ou de l'économie, ou de l'entreprise, ou etc., etc. Pour ces appareils-là, ce qu'on appelle des appareils de collaboration de classe, ce qui passera d'abord, ce sera l'intérêt de l'économie en général, l'intérêt de l'entreprise, et, si c'est possible, évidemment, l'intérêt des travailleurs, on va négocier dans ce cadre-là. Donc, la conclusion est que ces appareils, ces structures, ces grandes structures syndicales, mais on pourrait aller un peu plus loin à d'autres appareils un petit peu moins importants, ne sont pas des organisations de classe, ne sont pas des structures qui peuvent être utilisées réellement par les travailleurs pour défendre leurs intérêts de classe. Ce sont des structures qui sont inévitablement, à un moment donné, en opposition aux luttes des travailleurs. Donc, il n'y a pas de mystère à l'orientation ou à la politique ou à l'action de ces grandes organisations. Elles font ce qu'elles sont, ce pourquoi elles sont construites, ce pourquoi elles sont financées, ce pourquoi elles sont payées, etc., etc. Et elles ne peuvent pas faire autre chose. Ce qui signifie que l'orientation que défendent en particulier les grands groupes d'extrême gauche dont j'ai parlé, des groupes un peu moins importants, qui est de dire on va faire ou pression sur les syndicats, ou on va faire de l'entrisme dans le syndicat pour arriver au sommet, pour essayer de les orienter. Cette orientation-là, elle est condamnée dès le départ. Parce que, je veux dire, en imaginant que ces petits groupes politiques aient une position correcte et qu'ils suivent, etc., jusqu'au bout de leur position, leur force qu'ils auraient pour faire bouger ces appareils syndicaux, évidemment, elles sont en commune mesure avec la force qu'a toute la structure sociale capitaliste qui finance ces appareils syndicaux. Et donc, on voit que l'orientation, inévitablement, des groupes d'extrême gauche qui cherchent à pousser les syndicats, qui cherchent à faire, je sais pas, faire modifier leur position, non seulement est condamné inévitablement à l'échec, mais conduit au fait que ce sont ces organisations-là qui sont entraînées par la force des grands appareils syndicaux, des grands partis de gauche. En politique, comme ailleurs, le matérialisme, c'est ce qui explique comment évoluent les rapports de force. C'est pas le petit groupe qui va faire bouger le gros machin, c'est le gros machin qui va faire bouger le petit groupe. Et on voit que ces grands appareils politiques, sociaux, économiques, etc., finissent par satelliser les petits groupes qui veulent les critiquer, et tout en faisant une politique d'alliance avec eux, etc., etc. Donc on voit là également aussi l'explication matérialiste, matérielle, du fait que ces groupes d'extrême gauche qui existent maintenant depuis des décennies, qui participent à la vie politique bourgeoise, qui participent aux élections, qui passent des accords avec les partis de gauche, qui ont des représentants, y compris aux directions des grands syndicats, finissent par eux aussi être englués dans tout ce rapport, dans tout ce réseau de collaboration de classe. Ils finissent par eux aussi, lorsque les situations deviennent importantes, deviennent tendues, à basculer du côté où la pression est la plus forte. Et donc à se mettre
à la remorque des appareils syndicaux. On l'a vu, donc, j'ai essayé rapidement de parler de mouvement sur les retraites. L'orientation, disons, générale des partis de gauche et des syndicats, l'orientation que ce qu'on appelle de collaboration de classe, se manifeste également au niveau de leur programme, on pourrait dire, de leur mot d'ordre, qui font que toute lutte dans laquelle ils participent, et inévitablement ils participent aux luttes qui se passent dans la situation actuelle, toute lutte tend à être déportée, orientée vers, comme je l'ai dit, des positions de collaboration de classe, des positions donc interclassistes. On le voit récemment avec les luttes, disons, isolées qui se sont passées. Tout à l'heure, j'ai parlé à l'entrée de cet éditorial, disons, d'un quotidien patronal. L'éditorial disait il y a un risque, c'est ces petits mouvements de grève ou d'agitation sur tel ou tel phénomène précis, telle ou telle boîte, etc., qui peuvent servir à un moment donné d'explosion, de sortir d'étincelle à une explosion. Donc, pour les bourgeois, c'est effectivement quelque chose auquel il faut faire attention. Ce qu'on voit là aussi sur ces épisodes de lutte, qui sont des épisodes de lutte tendus, parce que les travailleurs sont, par exemple, je pense aux boîtes qui ferment, ils se sont confrontés au fait de se retrouver à la rue, etc., etc. Donc là, c'est même pas une histoire de la retraite que j'aurai dans 40 ans ou dans 30 ans, mais c'est peut-être dans 3 mois ou dans 15 jours, je vais me retrouver à la rue. Donc ça pousse quand même à des luttes qui sont un petit peu plus radicales. On voit que là aussi, les orientations non seulement des syndicats, mais y compris des groupes d'extrême gauche, ça va être à essayer inévitablement de pousser cette lutte-là vers des impasses interclassistes, vers des impasses de défense de l'entreprise, etc., etc. On a essayé dans notre presse de voir un petit peu de façon un peu plus précise, par exemple des trucs comme Petroplus ou même PSA ou des choses comme ça, ou Renault-Flin, etc., etc. Aujourd'hui, là, il y a un mouvement qui est un petit peu important par le nombre de travailleurs qui sont touchés et qui sont en mouvement. C'est ces épisodes d'abattoirs en Bretagne. Je ne me rappelle plus exactement comment ça s'appelle, GAD, un peu comme ça, le nom, où il y a plusieurs centaines il y a plus de milliers de travailleurs qui risquent d'être licenciés et plusieurs centaines qui occupent des abattoirs depuis plusieurs semaines. Donc, une lutte qui est importante. Et effectivement, les partis de gauche et les dirigeants syndicaux sont engagés là-dessus. Et quand on voit la presse, effectivement, je pense par exemple à la presse du PCF, du parti de gauche, on soutient les travailleurs qui luttent contre leur licenciement, mais on le soutient dans la perspective de défense de la filière agroalimentaire bretonne, ou défense de l'industrialisation de la Bretagne. Et là, tout de suite, on déporte sur une position interclassiste, une position, bon, si c'est pour défendre la filière, etc., on va demander à l'État peut-être des investissements, etc., et on a tout de suite l'État qui arrive, le gouvernement qui dit, bon, ben, on va donner, etc., des trucs pour la Bretagne. Donc, la position, disons, de défense des travailleurs, tout de suite disparaît par rapport à la position de défense de la filière. Ce qui veut dire que, si jamais, par exemple, il y a non pas 1500 licenciements, mais il y aura 800 licenciements, ce sera une victoire. Donc, parce que la filière pourra être sauvée. Et on voit, par exemple, dans la presse du PC, on voit des trucs de dire, mais les travailleurs de cet abattoir, ils peuvent chercher un repreneur parce que ce sont des travailleurs disciplinés. Donc on voit le PCF qui fait la propagande du fait, ces travailleurs-là, ils sont prêts à se faire exploiter, etc., ils sont disciplinés, ils disent rien. On voit tout de suite, bien sûr, le côté antiprolétarien de ces tendances-là. Il y a aussi les histoires on pourrait en reparler, il y a plusieurs cas, la navale en ce moment, il y a les chantiers ex-chantiers de l'Atlantique, les STX, etc., où on essaye la direction essaye de faire passer dans le cadre de l'ANI, etc., toute une série de mesures qui équivalent à une baisse des salaires à peu près de 5-10% pour renforcer la compétitivité des chantiers navals qui viennent de l'obtenir. Par exemple, pourtant,
une grosse commande, oui, mais il faut quand même augmenter la compétitivité parce que, etc., etc. Et là également, cette position patronale, qui suscite évidemment le mécontentement des travailleurs de la navale, elle a été préparée, facilitée par toute la propagande des syndicats, des partis de gauche et de l'extrême gauche en faveur de il faut sauver la navale française, etc. Il faut des mesures pour sauver la navale, etc. On l'a repris dans la presse, on voyait par exemple le NPA qui faisait des propositions pour dire ah ben il faut faire des chantiers, il faut faire des bateaux de telle ou telle façon pour sauver la navale, etc. Donc le problème n'est plus de sauver les travailleurs, mais de sauver une industrie, de sauver après une entreprise, de sauver... Bien, donc toutes ces positions de ces différentes forces politiques sont en opposition à la défense des prolétaires. Une défense réelle des travailleurs dans le cadre de la situation d'offensive capitaliste, d'offensive patronale permise par le gouvernement de gauche actuel, de façon plus générale par tous les gouvernements, ne peut être possible que sur la base de positions de classe, c'est-à-dire de la défense prioritaire, non seulement prioritaire, mais exclusive des travailleurs, et non pas de l'entreprise, de l'économie du pays, de l'économie de la région, etc. etc. Parce que, une chose que je voulais dire à propos de la Bretagne, cette position sur les abattoirs, elle a apporté de l'eau au moulin avec cette mobilisation patronale sur la Bretagne contre l'écotaxe, etc., etc., et où on voit, effectivement, bien sûr, c'est des patrons qui font ça, mais quand même, la Bretagne, ça serait bien si le gouvernement donnait quelque chose. Et ben non, on ne peut pas s'allier avec les patrons, on ne peut pas s'allier avec les exploiteurs pour la défense de la Bretagne, pour la défense de la France, pour la défense de la patrie ou autre. Position de classe signifie à la rupture avec l'orientation réformiste, etc. Alors, donc, j'ai dit qu'effectivement, les syndicats, les appareils syndicaux, etc., les partis de gauche, travaillent dans le sens de faciliter la position du gouvernement. En réalité, cette trahison des intérêts prolétariens, les orientations collaborationnistes de classe sont tout aussi néfastes quand il y avait des gouvernements de droite que quand il y avait des gouvernements de gauche. Mais elles sont plus faciles disons, à passer lorsqu'il y a le gouvernement de gauche qui arrive au pouvoir et qui, disons, essaye de passer la main dans le sens du poil. Mais il est inévitable que cette orientation, disons, des centrales syndicales, des appareils syndicaux et de l'extrême gauche, pour employer ce terme-là d'extrême gauche parce qu'elle est de moins en moins extrême, il est inévitable que cette orientation-là ne peut durer qu'un temps. Ou plutôt, il est inévitable que cette orientation-là débouche sur mécontentement, sur un affaiblissement, sur une perte d'influence de ces grandes forces politiques, etc. Aujourd'hui, ce qu'on voit simplement, c'est, lorsqu'on parle de tous les médias disent, etc., c'est l'affaiblissement de la popularité du gouvernement, etc., etc. Bon, ceci, c'est quelque chose qui est un petit peu secondaire, même si ça représente pour le gouvernement lui-même un problème. Ce qu'il faut voir, pour nous, ce qui est important de voir, c'est que inévitablement, l'influence ou la prise, on pourrait dire, des appareils syndicaux et des grandes forces de gauche sur les travailleurs ne peut que s'atténuer, ne peut que s'affaiblir au fur et à mesure que ces appareils-là se rendent de plus en plus complices ouvertement des attaques bourgeoises. Le problème, évidemment, c'est qu'eux, ils le savent et qu'ils essayent de faire en sorte que
ça soit le moins possible, etc., le moins visible, pardon, etc. Et c'est pour ça que, par exemple, on a au niveau de la CGT, le fait qu'on ait des discours, etc., et le fait de dire qu'on ne signe pas l'accord. Pour le cas de Lani, c'était typique, tel point que, comme on l'a souligné, le gouvernement s'est payé le luxe de féliciter la CGT, qui n'a peut-être pas signé, mais qui a négocié pendant tous les mois et qui a permis qu'on arrive à cet accord. Finalement, ils n'ont pas signé, mais ils ont contribué à faire en sorte que cet accord soit mis sur pied. Évidemment, ils ne signaient pas, ça leur a permis de garder une certaine, tenter de garder une certaine légitimité. Donc, cet affaiblissement des appareils syndicaux, c'est quelque chose, de ces orientations de ces appareils syndicaux, c'est quelque chose qui est inévitable et c'est quelque chose qui, potentiellement, est positif. Potentiellement positif parce que ça signifie qu'ils auront, à l'avenir, moins de possibilités de contrôler les luttes lorsqu'éclateront des luttes de grande ampleur. Quelle que soit la situation actuelle, qui est, comme tout le monde le voit, une situation apparemment d'apathie sur le plan social, hein, les bourgeois se félicitent qu'il n'y ait pas de rentrée sociale explosive. Quelle que soit cette situation-là, qui ne peut être que temporaire, il est inévitable que des luttes d'ampleur éclatent. Ça s'est toujours passé dans le passé, ça se passera dans le futur. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que ces luttes d'ampleur auront moins potentiellement de possibilités d'être contrôlées que ce qu'elles avaient pu, comment elles ont pu être contrôlées il y a 10, 15, 20, 30 ou plus à l'époque. Pour reprendre un petit exemple qui est loin, mais qui reste quand même un exemple qui est marquant au niveau historique en France des luttes de classe, mai 68, qui avait été la grande grève générale, spontanée des travailleurs, avait pu être contrôlée, circonscrite par les appareils syndicaux, la CGT et le PCF, qui avaient fait en sorte que les grandes entreprises, les travailleurs restaient dans leur boîte, occupaient la boîte, mais restaient telles quelles, ne se mélangeaient pas entre eux, et eux avaient la responsabilité d'aller négocier avec le gouvernement. En mai 68, demain, les syndicats n'auraient plus cette possibilité de contrôle, etc., comme ils avaient pu y avoir il y a 40 ou 50 ans. Bien, une fois qu'on a dit ça, c'est une conclusion qui est une conclusion en quelque sorte potentielle ou négative. C'est-à-dire qu'objectivement, les forces qui tendent à contrôler les poussées sociales s'affaiblissent, se sont affaiblies, s'affaibliront encore. Ce phénomène-là est un phénomène qui est en cours depuis déjà maintenant de nombreuses années, et un phénomène qui ne peut pas ne pas s'accélérer. Pourquoi? Parce que la situation du capitalisme en général et la situation du capitalisme français est telle que, dans la situation de crise actuelle, ils sont contraints, les capitalistes, à attaquer, non pas parce qu'ils sont méchants, etc., ou parce que Sarkozy était fou, etc., ou parce qu'on est ceci là, mais parce que ce sont les besoins réels du capitalisme à attaquer davantage les prolétaires pour augmenter leur taux de profit. La concurrence intercapitaliste est de plus en plus aiguë au fur et à mesure que les marchés internationaux sont de plus en plus engorgés, etc., etc. Et on a cette répétition de crises économiques sur lesquelles je ne reviendrai pas ici. Ce qu'il faut simplement montrer, c'est que la situation actuelle est une situation actuelle, la période actuelle est une période pour le capitalisme de difficultés croissantes, qui lui impose de s'attaquer aux prolétaires de façon beaucoup plus forte que ce qui s'est passé auparavant. Et on voit cette situation à l'heure actuelle où ce sont les gouvernements, les patrons, etc., qui remettent en cause ce qu'ils avaient accepté il y a 20, 30, 40 ou 50 ans, etc. Pas 50 ans, mais enfin 20, 30 ou 40 ans. On voit aujourd'hui, par exemple, les patrons qui font pression pour qu'on remette en cause le code du travail. Le code du travail, c'était pas un code prolétarien, c'était un code bourgeois, inscrit par les bourgeois pour contrôler dans un cadre strict les possibilités des travailleurs, etc., de se défendre, etc., et pour permettre l'exploitation des prolétaires de la meilleure façon possible.
ce code du travail, aujourd'hui, il est trop favorable, disent les patrons, aux prolétaires. Donc il faut le réformer. On a toute une série de ce qu'on appelle des amortisseurs sociaux qui ont été mis en place dans la période d'expansion économique, avec comme objectif fondamental de maintenir la paix sociale, etc., et qui avaient aussi des facteurs, des intérêts économiques de continuer à la bonne marche économique, ce qu'on appelle les effets contracycliques, etc. Aujourd'hui, ça devient trop, ça coûte trop cher pour les capitalistes. Il faut enlever ces amortisseurs sociaux. Et donc, on voit cette situation où c'est le capitalisme lui-même qui est poussé à enlever les freins, les amortisseurs qu'il avait mis en place pour freiner la lutte des classes, pour l'amortir, pour l'enrober dans la gangue du réformisme. C'est la situation objective, réelle, qui recrée les conditions de la lutte prolétarienne future. Donc c'est cette situation-là qui nous permet de dire que l'avenir ne sera pas le passé et qu'on va se diriger vers des luttes d'ampleur plus importantes, plus profondes que ce qu'elles ont eu lieu dans le passé. Mais, une fois qu'on a dit ça, effectivement, c'est la condition objective. Après, il n'y a pas d'automatisme. C'est pas parce que le capitalisme attaque, parce qu'il y a plein de trucs, etc. Et donc, sachant aussi que les capitalistes ne sont pas fous, les bourgeois ne sont pas fous, ils savent les risques, donc ils essaient de pousser, si ça réagit, on va un petit peu en arrière, si ça ne réagit pas, on pousse un peu plus loin, etc. Ils font très attention au contrôle social, etc., pour éviter de déborder, pour éviter des explosions. Mais ces facteurs objectifs, qui sont des facteurs objectifs de la reprise de classe, ils commencent à nécessiter déjà aujourd'hui l'intervention ou le rôle de facteurs, d'éléments d'avant-garde, de secteurs d'avant-garde, de couches de courants d'avant-garde, de minorités d'avant-garde, pour se mettre à la tête des mouvements qui existent, qui commencent à exister, de façon à disputer aux centrales syndicales, aux partis collaborationnistes, le contrôle des luttes. Parce que jusqu'à présent, même quand il y a des poussées de lutte importantes, les travailleurs se mettent en grève, ils occupent l'usine, et c'est évidemment là aussi un résultat social, politique de la bourgeoisie. On laisse les dirigeants syndicaux, les responsables, les spécialistes négocier avec les patrons, etc., ou suivre le monde de la lutte. Les travailleurs devront reprendre en main leur propre lutte, c'est-à-dire prendre le contrôle de leur propre lutte, pas le laisser au contrôle des spécialistes autoproclamés, des spécialistes, etc., de la négociation, tous ces appareils syndicaux, tous ces appareils de la collaboration de classe. Et ça ne se fera pas automatiquement, ni spontanément, ça nécessitera l'intervention de minorités, ce qu'on appelle des minorités d'avant-garde, qui auront à lutter politiquement, tout ce qu'on voudra concrètement, pratiquement, contre l'influence réformiste, contre l'influence des collaborationnistes de classe, etc. Donc le rôle dans les luttes à venir, dans les luttes qui viendront inévitablement, des minorités d'avant-garde sera de plus en plus vital pour que, effectivement, ces luttes puissent aboutir sur quelque chose et non pas aboutir sur un effet. Là aussi, il faudra également que ça ne se passera pas du jour au lendemain, ça ne sera pas du jour au lendemain, il faudra là aussi une série d'expériences, défaites, etc., de difficultés, pour comprendre qui et comment, etc. Mais la clé des luttes de classe futures sera l'apparition, la centralisation, la stabilisation de noyaux d'avant-garde qui auront compris la nécessité de se baser sur des positions de classe, de défendre des positions de classe et de diriger les propres luttes des travailleurs sur ces positions-là, en opposition aux orientations collaborationnistes et en opposition aux orientations réformistes. Quand commenceront à apparaître, évidemment sous la poussée objective de la maturation des tensions entre les classes, commenceront à apparaître ces minorités-là, à ce moment-là, on pourra dire que commencera à apparaître véritablement une lutte des classes importantes. Et à ce moment-là, on peut dire aussi que ces luttes défensives, ces luttes économiques, ces luttes qui sont des luttes partielles, qui sont aujourd'hui dans le gouvernement des luttes économiques, elles pourront redevenir ce que Engels appelait l'école de guerre du communisme.
Parce que c'est dans ces luttes-là que les travailleurs apprennent effectivement leur force, font l'expérience de leur force, apprennent à se connaître leurs ennemis, etc., leurs amis, et peuvent acquérir la capacité et la force d'aller plus loin, c'est-à-dire de pas simplement combattre le capitalisme quotidiennement ou le risque de capitalisme quotidiennement, mais être capable d'aller plus loin, de s'attaquer à lui et de se lancer dans une lutte révolutionnaire. Et donc ça sera effectivement, si tout se passe bien, ce qu'on peut espérer de lutte future. Voilà, je termine mon petit